C'est, du point de vue de la division du travail, que la chose se conçoit le plus facilement. La société crée certaines fonctions communes, dont elle ne peut se dispenser. Les gens qui y sont nommés constituent une nouvelle branche de la division du travail au sein de la société. Ils acquièrent ainsi des intérêts particuliers, également envers leurs mandataires. Ils se rendent indépendants à leur égard, et voilà l'État. La nouvelle force indépendante doit bien suivre dans l'ensemble le mouvement de la production. Mais, en vertu de l'indépendance relative qui lui est inhérente, elle réagit aussi à son tour sur les conditions et la marche de la production. Il y a action réciproque de deux forces inégales, du mouvement économique d'un côté, et de l'autre de la nouvelle puissance politique qui aspire à la plus grande indépendance possible et qui, une fois constituée, est douée, elle aussi, d'un mouvement propre. Le mouvement économique se ferait bien son chemin, en général, mais il est obligé, lui aussi, de subir le contre-coup du mouvement politique, qu'il a constitué lui-même, et qui est doué d'une indépendance relative. Dans la lutte entre le gouvernement et l'opposition, se reflète la lutte des classes qui existait et se combattait déjà auparavant, mais également à l'envers, non plus directement mais indirectement, non pas comme une lutte de classe, mais comme la lutte pour des principes politiques, et tellement à l'envers qu'il a fallu des millénaires pour que nous découvrions le mystère. La répercussion du pouvoir de l'État sur le développement économique peut être de trois sortes. Elle peut agir dans la même direction, alors tout marche plus vite. Elle peut agir en sens inverse du développement économique, ou encore, elle peut fermer au développement économique certaines voies et lui en prescrire d'autres. Ce cas se ramenant finalement à l'un des deux précédents. Mais il est clair que dans les deuxième et troisième cas, le pouvoir politique peut causer un grand dommage au développement économique et produire un gaspillage massif de forces et de matière. Il en va de même du droit, dès que la nouvelle division du travail devient nécessaire et crée les juristes professionnels. S'ouvre à son tour un domaine nouveau, indépendant qui, tout en étant dépendant d'une façon générale de la production et du commerce, n'en possède pas moins lui aussi une capacité particulière de réaction contre ces domaines. Dans un État moderne, il faut non seulement que le droit corresponde à la situation économique générale et soit son expression, mais qu'il soit aussi une expression systématique qui ne se frappe pas elle-même au visage, du fait de ses contradictions internes. Et le prix de la réussite, c'est que la fidélité du reflet des rapports économiques s'évanouit de plus en plus. Et cela d'autant plus qu'il arrive plus rarement qu'un code soit l'expression brutale, intransigeante, authentique de la domination d'une classe. C'est ainsi que le cours du développement du droit ne consiste, en grande partie, qu'à essayer tout d'abord d'éliminer les contradictions résultant de la traduction directe de rapports économiques en principes juridiques et d'établir un système juridique harmonieux, pour constater ensuite que l'influence et la pression du développement économique ultérieur ne cessent de faire éclater ce système et l'impliquent dans de nouvelles contradictions. Le reflet de rapports économiques sous forme de principes juridiques a nécessairement aussi pour résultat de mettre les choses la tête en bas. Il se produit sans que ceux qui agissent en aient conscience. Le juriste s'imagine qu'il opère par proposition a priori, alors que ce ne sont pourtant que des reflets économiques. Et le fait que ce renversement, qui tant qu'on ne le reconnaît pas, constitue ce que nous appelons un point de vue idéologique, réagit à son tour sur la base économique et peut la modifier, dans certaines limites, me paraît être l'évidence même. La base du droit successoral, en supposant l'égalité du stade de développement de la famille, est une base économique. Néanmoins, il sera difficile de démontrer qu'en Angleterre, par exemple, la liberté absolue de tester, et, en France, sa grande limitation, n'ont, dans toutes leurs particularités, que des causes économiques. Mais, pour une part très importante, toutes deux réagissent sur l'économie par le fait qu'elles influencent la répartition de la fortune. En ce qui concerne les régions idéologiques qui planent plus haut encore dans les airs, la religion, la philosophie, elles sont composées d'un reliquat, remontant à la préhistoire, de ce que nous appellerions aujourd'hui stupidité. À la base de ces diverses représentations fausses de la nature, de la constitution de l'homme lui-même, des esprits, des puissances magiques, etc. Il n'y a le plus souvent qu'un élément économique négatif. Le faible développement économique de la période préhistorique a comme complément, mais aussi ça et là pour condition et même pour cause, les représentations fausses de la nature. Et bien que le besoin économique ait été le ressort principal du progrès dans la connaissance de la nature, et qu'il le soit devenu de plus en plus, ce n'en serait pas moins du pédantisme de vouloir chercher des causes économiques à toute cette stupidité primitive.
L'histoire des sciences est l'histoire de l'élimination progressive de cette stupidité, ou bien encore de son remplacement par une stupidité nouvelle, mais de moins en moins absurde. Les gens qui s'en chargent font partie, à leur tour, de sphères particulières de la division du travail, et ils s'imaginent qu'ils travaillent sur un terrain indépendant. Et, dans la mesure où ils constituent un groupe indépendant au sein de la division sociale du travail, leur production, y compris leurs erreurs, réagissent sur tout le développement social, même sur le développement économique. Mais avec tout cela, ils n'en sont pas moins eux-mêmes, à leur tour, sous l'influence dominante du développement économique. L'économie ne crée ici rien directement d'elle-même, mais elle détermine la sorte de modification et de développement de la matière intellectuelle existante. Et encore elle fait cela le plus souvent indirectement, par le fait que ce sont les reflets politiques, juridiques et moraux qui exercent la plus grande action directe sur la philosophie. Pourquoi luttons-nous donc pour la dictature politique du prolétariat si le pouvoir politique est économiquement impuissant? La violence, c'est-à-dire le pouvoir d'État, est elle aussi une puissance économique.